Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Permettez-moi tout d'abord de remercier Olivier Chaudenson et toute l'équipe de la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir. Merci aussi au Goethe-Institut pour sa collaboration à l'organisation de cette rencontre, consacrée au Buddenbrock, le premier grand roman de Thomas Mann, publié en Allemagne il y a 125 ans environ, traduit pour la première fois en France par Geneviève Bianchi dans les années 30 et qui vient de paraître dans une toute nouvelle traduction aux éditions Gallimard sous la plume d'Olivier Lelay. Alors on a longtemps considéré les Buddenbrock comme un coup de maître qui aurait permis à un illustre inconnu de 26 ans de faire son entrée fracassante dans la littérature de langue allemande et d'être honoré, quoique 30 ans après, par le prix Nobel en 1929. Mais Thomas Mann a tenu à nous le rappeler un an plus tard, en 1930, dans un article, ou plutôt une esquisse autobiographique. Il écrit « Il ne faut pas croire que ce livre a immédiatement eu la vie facile ». Rappelons qu'au moment où il écrit les Buddenbrock, le jeune Thomas Mann ne ressemble en rien à ce grand bourgeois sanglé dans son costume 3 pièces, cette icône du grand écrivain qui s'est imposé au fil du temps. À cette époque, il mène une vie de bohème à Munich. Il gagne 3 francs 6 sous en rédigeant des articles, il fume, il sort beaucoup, il traîne toujours avec lui son vélo, qu'il remonte dans Saturne où il se nourrit de bouillon Liebig. À la sortie du livre, le jeune écrivain doit batailler très ferme avec son éditeur pour qu'il ne raccourcisse pas son manuscrit de 1000 pages. Et quand paraissent les premières critiques, il est profondément et durablement blessé. On qualifie son roman de pavé, monotone et ennuyeux. Pire, on le compare, je cite, à un poids lourd qui patine dans le sable, conduit par un écrivain flegmatique qui n'a rien à nous dire. Heureusement, poursuit Thomas Mann avec une pointe de malice, dans cette courte autobiographie, une voix discordante s'élève et ose affirmer « Ce livre va grandir avec le temps, il sera encore lu par les futures générations ». Pour évoquer ce chef-d'œuvre aujourd'hui incontesté, j'ai donc le très grand plaisir d'avoir à mes côtés Olivier Lelay, qui est traducteur de la littérature de langue allemande, qui est coutumier des tours de force, puisqu'il a traduit Berlin Alexanderplatz de Döblin, Kinder der Toten, Enfants des morts de Elfried Jelinek, ou encore Mars de Fritz Zorn. Et c'est donc l'auteur de ce que je qualifierais de nouvelles traductions à la fois limpides et éclatantes. À mes côtés, Philippe Lançon, qui est écrivain, journaliste, critique littéraire et auteur de la préface de cette nouvelle traduction, dans laquelle il n'hésite pas à qualifier Thomas Mann d'artiste sauvage. Et enfin, Mathieu Amalric, acteur, réalisateur, grand amateur de littérature de langue allemande, qui va nous faire le plaisir de lire plusieurs passages des Buddenbrock et d'en faire résonner la toute nouvelle musicalité. Alors je vais me tourner tout de suite vers Olivier. Je dois vous prévenir qu'on avait décidé de se vouvoyer et qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, donc on va tout de suite se tutoyer. Olivier, est-ce que tu te souviens de ta première lecture des Buddenbrock et pourquoi tu as voulu les retraduire? Est-ce que c'est par fidélité à cette première lecture ou est-ce que tu avais le désir de faire entendre un autre Thomas Mann? Alors non, c'est plutôt pour corriger une première lecture. J'ai lu pour la première fois les Buddenbrock quand j'avais 19 ans, je pense, donc en 1995.
Et à une époque où l'œuvre de Mann me semblait quand même très appesantie par la poussière universitaire. Moi, j'étais étudiant en allemand, je faisais de la musique en même temps, je m'intéressais à Heiner Müller, à Ingeborg Bachmann, à beaucoup d'autrices contemporaines. Et c'est vrai que j'avais commencé à lire les Buddenbrook, et puis je pense qu'il y avait le spectre comme ça de nos professeurs, des mandarins, qui m'a fait reposer le livre très très vite. Et des années plus tard, en fait, il y a 3 ans, je revoyais Le Guépard de Visconti, pour toute autre raison, parce que je voulais écrire quelque chose sur Pierre Clémenti. Et les 2 scènes qui structurent Le Guépard dans la mise en scène de Visconti, les 2 scènes de Manquet, m'ont fait penser au Buddenbrook. Et je me suis souvenu, mais alors, avec vraiment un arc temporel très important, de ma première lecture, j'ai repris les Buddenbrook, et alors là, ça a été vraiment comme une sidération. C'est-à-dire que j'ai trouvé un auteur qui avait un style vif, moderne, rapide. Je trouvais que c'était à la fois extrêmement drôle et très noir. Et je l'ai lu en 1 jour et demi, alors que c'était quand même un bon pavé. Je n'ai fait que ça. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Il faudrait que j'arrive à proposer éventuellement une traduction qui fasse entendre au public contemporain, aux jeunes, aux moins jeunes, le plaisir que j'ai pu avoir à la découverte, vraiment pour la première fois, de ce que pouvait être le jeune Mann. J'ignorais qu'il y avait eu plusieurs Mann, qu'il y avait eu donc le Mann dont on va parler, ensuite le Mann bourgeois conservateur qui m'intéresse pas du tout, ensuite le Mann belliciste de 1914 qui m'intéresse encore moins, et qui avait eu quand même ce premier Mann complètement délié de la pesanteur qu'on pouvait trouver ensuite. Alors c'est ce qu'explique Philippe dans sa préface. Et donc, pour moi, c'était un geste de partage, cette traduction. C'était arriver à essayer de transmettre aux lecteurs et aux lectrices le plaisir que j'avais pu avoir à le lire et faire entendre un Thomas Mann neuf, jeune. Voilà. Pour moi, je termine juste là-dessus, il y avait aussi un double geste de partage, c'est que la première traduction de 1932 et de Geneviève Bianchi. Alors on va pas faire la bio de Bianchi, mais enfin c'était vraiment une femme grand format. Hein. Elle a été traductrice de Novalis, elle a été traductrice de Goethe, elle a été traductrice de Nietzsche. Et moi, quand j'avais 19 ans et que j'étais à la fois, j'avais un pied dans la musique et un pied dans l'allemand. Je lisais les traductions de Geneviève Bianchi qui étaient publiées chez Aubier, en bilingue. Je cachais le texte français de Geneviève Bianchi, je lisais le texte allemand, j'essayais de faire ma propre traduction, puis je regardais ce qu'elle avait fait. Parfois j'étais d'accord, parfois j'étais pas d'accord, et puis je me mettais à lire. Et je me disais, mince, quand même, ça sonne, quoi. Ensuite, elle a eu une vie extraordinaire. Elle a été à la SFIO, au Parti communiste. Hein. Quand est arrivé Vichy, elle a été virée de la faculté. Elle était la première femme agrégée d'allemand en France. Elle a été aussi la première femme maîtresse de conférences en province. Donc c'est vraiment... je trouvais ça bien, d'un côté, de tendre la main à Geneviève Bianchi, parce que pour moi, les traductions ne s'annulent pas, les traductions n'ont pas à être comparées, les traductions se répondent. Et de l'autre côté, de tendre la main aux lecteurs contemporains pour leur faire entendre le Thomas Mann tel que je l'entendais. Voilà. Alors Philippe, qu'as-tu éprouvé à la lecture de cette nouvelle traduction ? Est-ce que tu partages cette nécessité de dépoussiérer, de désintellectualiser Thomas Mann ? Oui, alors déjà de toute façon, un roman de cette qualité, quand la traduction a presque un siècle, je pense qu'il est toujours bon de s'y remettre, déjà par principe quasiment. Ensuite, moi je ne suis pas germaniste, je comprends un tout petit peu l'allemand, mais certainement pas assez pour lire les Buddenbrook en allemand. Et donc j'avais découvert effectivement dans la traduction, et il n'y a pas si longtemps, de Geneviève Bianchi. Et j'avais été très marqué pour tout un tas de raisons. La première étant, je ne vais pas m'étaler, mais que en fait, j'ai remonté le temps parce que j'avais lu La montagne magique à l'hôpital. Et donc, La montagne magique a été un texte extrêmement important pour moi. Et je m'étais dit, je connaissais vaguement les Buddenbrook parce que des gens autour de moi l'avaient lu, mais je ne savais pas trop. Et à ce moment-là, j'ai relu Éphibriste de Fontane, et ce livre m'a conduit sur la Baltique. Et en partant sur la Baltique, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'amène ? J'ai amené Éphibriste et puis j'ai emporté aussi les Buddenbrook, et c'est là-bas que je l'ai lu, donc dans la traduction. Et comme je dis, il n'y a pas si longtemps, si bien que c'est important, parce que quand j'ai lu
la traduction d'Olivier, j'étais encore très enveloppé par la vie de famille des Buddenbrook. C'était un peu comme une famille. Très peu de romans donnent cette impression. Je pense que certains d'entre vous penseront à des romans. On pense évidemment à Proust. C'est-à-dire cette chose qui fait que quand j'ai lu cette traduction qui restitue avant tout la vitalité à la fois de l'écrivain et de ses personnages. Et qui donc l'actualise, c'est pas le mot, mais oui, lui restitue cette vitalité profonde qu'il y a dans cette œuvre. Et en fait, je pouvais rentrer un peu par n'importe où, parce que j'avais encore toutes les scènes, je les avais, pas toutes, mais quasiment toutes, je les avais en scène, les personnages, vous voyez. Et c'était comme un dîner de famille où il y a l'oncle Christian qui est installé là, je sais comment il va réagir, etc. Donc j'avais une lecture très particulière, c'était pas une découverte. J'étais à table avec la famille. Parce que dans ce roman, comme vous le verrez, les repas ont une importance. Ils commencent par un dîner très important. Et les repas ont une grande importance. On mange beaucoup chez les Buddenbrook, et jusqu'au moment où on meurt. Et donc voilà, c'est un peu... mais ce que je voudrais dire, c'est que cette traduction... restitue non seulement la vitalité, mais aussi beaucoup ainsi sur l'humour qui est très important chez Thomas Mann, qui n'est pas forcément l'idée que les gens qui ne l'ont pas forcément lu ont de lui, parce qu'ils ont effectivement le notable en costume, quoi, hein, le prix Nobel, etc., qu'il a d'ailleurs eu pour les Buddenbrook. Enfin, c'est vraiment... Les Nobel l'ont dit. Donc, ce qu'il n'aimait pas trop, d'ailleurs. Et il aurait préféré que ce soit pour La Montagne Magique. Mais en fait, les Nobel ont bien insisté, ce qui prouve que parfois, les jurys Nobel ont du goût, hein, parce qu'ils ont bien senti la chose. Et donc, effectivement, ce roman, aussi, Olivier en restitue l'aspect, les figures presque caricaturales, vous voyez, qu'il y a, par exemple, tu as très bien fait les descriptions, les traductions de tous ces personnages secondaires qui apparaissent quasiment comme des caricatures de Daumier. En quoi on est bien encore au XIXe siècle, non seulement dans l'histoire, mais également... C'est un de ces grands romans qui ferme le XIXe siècle, en ayant tous les acquis de ce qu'il y a de meilleur dans le roman du XIXe siècle. Et ça, Olivier le fait très bien sentir. J'ai été trop long, j'arrête là. Non, pas du tout. Alors, avant de nous pencher un peu sur la genèse, qui est très intéressante de ce premier roman, d'un tout jeune écrivain, je vous propose d'écouter un premier extrait qui nous plonge immédiatement au cœur de notre sujet, puisqu'il y est question d'écriture, de plumes, de papier et d'un livret qui circule de génération en génération entre les Buddenbrook, cette famille de bourgeois, commerçants, au milieu du XIXe siècle. C'était un dimanche matin à 9h. Dans la salle du petit déjeuner, le consul était assis près de la fenêtre devant le grand secrétaire de bois brun, dont le cylindre se relevait au moyen d'un ingénieux mécanisme à ressort. De l'épais portefeuille de cuir, regorgeant de papier qu'il avait posé devant lui, il avait sorti un cahier à couverture gaufrée et tranche dorée, où, penché sur sa besogne avec une application d'écolier et ne s'accordant un moment de repos que pour tremper sa plume d'oie dans le lourd encrier de métal, il traçait de sa petite écriture fine et fluide des mots qui couraient avec vélocité sur le papier. Son visage portait une expression de recueillement intense et solennelle, presque douloureuse. Il avait la bouche entr'ouverte, le menton légèrement affaissé. Ses yeux, par instants, se voilaient d'une taie. Le consul se reprit à feuilleter le cahier au gré des pages. Il lut tout à la fin les petites histoires de ses propres enfants. Quand Tom avait eu la rougeole, Antoine la jaunisse, Christian une varicelle carabinée. Il se replongea dans le récit des divers voyages qu'il avait lui-même effectués avec son épouse à Paris, en Suisse et à Marienbad, avant d'en revenir aux premières pages de la chronique,
à ses feuillets parcheminés, en partie déchirés, tavelés de jaune, que le vieux Johann Buddenbrock, le père de son père, avait couvert de son écriture richement ornée, dont l'encre avait viré au gris très pâle. Ces notes s'ouvraient sur une généalogie extrêmement détaillée de la branche principale de la famille. Donc, merveilleuse mise en abîme d'un livre qui est en train de s'écrire de génération en génération. Alors, je vais te demander l'impossible, Philippe, c'est de résumer en quelques phrases cette saga des Buddenbrock. C'est quoi, c'est 40 ans ou 4 générations? Bon, je ne vais pas le dire en allemand, caramba. Et donc, en fait, c'est sur 4 générations, donc au 19e siècle, la vie d'une famille donc, de négociants en grains de Lübeck. Donc, qui n'est jamais nommé. Qui n'est jamais nommé, mais comme cette vie est largement inspirée et après mise en fiction, très clairement, par Thomas Mann, est inspirée de la vie de sa famille. D'ailleurs, il y a eu des réactions, en particulier de son oncle Christian. Donc, en fait, cette famille, quand l'histoire commence, est une famille de très riches notables, qui tient le haut du pavé. D'ailleurs, il suffit de voir encore la maison, enfin ce qu'il en reste, elle a été un peu reconstruite, mais elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf la façade. Et donc c'était vraiment dans le centre, près de la grande église de la cathédrale, sur la Grand Place. C'était les notables. Et Thomas Mann fait immédiatement, à travers ce repas dont je parlais, fait sentir cela. On est vraiment dans un grand repas de famille où viennent les affidés, quoi. Sont invités tous les gens qui dépendent plus ou moins de cette famille. Et sur une cinquantaine d'années, un peu moins même, enfin entre 40 et 50 ans, en fait, le roman va nous décrire le déclin progressif de cette famille, sa perte de vitalité. Donc, pour le dire, les premiers, le grand-père, en fait, il est encore dans le monde de Goethe et de Napoléon. D'une certaine façon, il a grandi dans ce monde-là. Et quand le dernier fils, Hanno, va mourir de la fièvre typhoïde, enfant, enfin préadolescent, en fait, on est à l'aube de ce que j'ai un peu essayé d'expliquer dans la préface, du nationalisme allemand, c'est-à-dire il y a la guerre de 70, et on ouvre dans une autre Allemagne plus dure, militarisée, et il y a un extrait qui sera lu qui montre que l'école est aussi militarisée, où les hommes d'affaires ne sont plus des humanistes. Alors, est-ce que le mot est un peu anachronique, parce que même pour parler des premiers Buddenbrock, c'est pas des humanistes au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais ils sont nourris de Goethe, on peut le résumer comme cela en fait, et ça se sent. Ils ont encore un certain poids culturel, un certain art de vivre aussi, ce qui peut paraître étrange quand on pense au nord de l'Allemagne, qui se fait très très bien sentir, certes avec du poids. Et voilà. Et alors cette famille, le déclin va se cristalliser autour de 2 personnages fondamentaux. On n'en dit pas trop. Voilà, qui sont Thomas, qui va reprendre la firme à la 3e génération, et sa sœur Tony, qui est un admirable personnage. L'un allant finalement glissant peu à peu vers une sorte de dépression, tout en restant très actif, puisqu'il est vraiment le maître de la maison et la mort. Et l'autre, malgré les 2 mauvais mariages qu'elle va faire et finalement une vie d'une certaine façon ratée, va garder toute sa vitalité et même son optimisme, en tout cas la vie. Et c'est donc sur ces deux personnages qui tiennent quand même, je dirais, la moitié du livre, que va se jouer, que Thomas Mann va plutôt faire sentir
les forces en présence et la manière dont les tensions agitent cette famille et la société qui les entoure. Hein. Voilà ce que je peux dire. Bah, c'est déjà énorme. Olivier, je me suis demandé très rapidement comment on peut traduire et comment on peut traverser le temps d'une fresque d'une telle ampleur. Est-ce que cette traduction a été aussi pour toi une expérience du temps ? Oui, alors j'avais ce désir de retraduire une grande fresque. Je sortais d'une autre fresque qui s'appelle Lila Rouge de Reinhard Kaiser-Mühlecker, qui est un livre qui avait beaucoup compté pour moi. Et je voulais me replonger dans ce temps long. Alors la préparation a duré plus longtemps que la période d'écriture réellement. En tout, j'ai dû mettre un an et demi à peu près. Ce qui est très peu. Ce qui est peu, et c'est une traduction que j'ai écrite en 5 mois. Entièrement à la main, la plupart du temps dehors, sur des carnets. Et ce qui ensuite me contraignait à tout saisir à l'ordinateur. Mais ce que je voulais, c'était aussi m'abolir complètement, quitter le temps normal ou le temps normé pour entrer de nouveau dans le temps du récit. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on traduit. Pour se donner congé à soi-même, pour s'épousseter de soi et entrer véritablement dans devenir poreux. Moi, c'est vraiment pour ça que je faisais de la musique et c'est pour ça que je traduis aujourd'hui. Ce qui m'importait aussi, et ça rejoint ta question sur le temps long, c'est que souvent je fais des lectures. J'aime bien faire des lectures en librairie pour rencontrer les vrais gens. Et après, quand je discute avec eux, je vois ce goût pour les sagas familiales, qui est vraiment un goût très fort aujourd'hui, je trouve, que les gens soient jeunes ou moins jeunes. Et je me suis interrogé, j'avais longtemps pensé que c'était tout simplement le goût de ce qu'on appelle le feuilleton, c'est-à-dire de suivre l'histoire d'une famille, là, en l'occurrence de 1835 à 1877, avec des rebondissements, comme on peut lire Roger Martin du Gard, par exemple. Et puis je me suis aperçu que, donc ça, c'est ce que j'appelle la dimension horizontale du temps. Une saisie vraiment objective uniquement du temps, le passage des saisons, les événements historiques qui scandent l'histoire d'une famille. Et je me suis aperçu que ce qu'aimaient les gens aussi, c'était la résonance intime, c'est-à-dire en fait la perception intime du temps par les personnages qui les renvoyaient à leur propre expérience. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, là on va déjà chez Flaubert, chez Proust. Et ce qui est formidable avec un texte comme les Buddenbrock, si Emmanuel Carrère avait été là ce soir, je pense qu'il aurait pu nous parler aussi de ce double axe vertical et horizontal, c'est que vous avez, à la saisie proprement objective du temps qui passe, cette saisie-là se redouble d'une saisie subjective, c'est-à-dire du temps senti, du temps vécu et du temps ressaisi. Ça, c'est tout à fait fascinant. Et je voulais, après Lila Rouge, me replonger dans une œuvre comme ça qui était un peu au croisement des deux axes. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Si. Alors, qu'est-ce qu'on sait, Philippe, de la genèse de ce roman, qui n'a d'ailleurs pas été écrit à Munich au départ ? Lui aussi, il a pris l'air. Oui, il l'a commencé en Italie. Et il l'a commencé en 1897. Donc, en fait, le roman, il l'a écrit, je dirais, à peu près sur 3 ans. Voilà, il s'est beaucoup renseigné, comme je le disais, c'est intéressant cette histoire d'autobiographie, d'autobiographie familiale, parce qu'il s'est quand même énormément renseigné de manière très méticuleuse en écrivant des lettres aux gens de sa famille, en se renseignant sur tous les points, comme d'ailleurs Proust pouvait le faire. Quelle était la couleur de la robe quand elle est venue à tel dîner, etc. Tout ça, il le faisait. Et en même temps, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'il y a une base très concrète sur laquelle il a travaillé. Et puis, à partir de là, il s'est envolé. Donc, c'est ça qui est vraiment très frappant dans ce livre, que du coup, je pense qu'effectivement, les gens les universitaires, les gens qui savent, etc., peuvent identifier en permanence des pilotis, des choses, etc. Moi, ce qui me frappe comme lecteur quand je le lis, même en sachant un certain nombre de choses, c'est que je m'en fous. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un roman. Ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup frappé. Alors après, on sait qu'il a été aussi marqué à ce moment. Donc, il avait lu Effibriste. Et comme je l'ai signalé dans la préface, j'ai découvert, alors tout à fait par hasard, relisant Effibriste, qu'il y a un Buddenbrook
dans Ephibriste de Fontane. Et en fait, qui n'est pas n'importe lequel, il n'a droit qu'à 3 lignes dans Ephibriste. C'est le témoin d'un duel qui est le duel central et plutôt final du livre de Fontane, où l'amant d'Ephibriste va être tué. Et en fait, son témoin, c'est Buddenbrook, qu'il ne connaît pas, mais c'est un témoin qu'on lui a apporté, et il meurt sur une plage de la Baltique. Donc c'était très curieux parce que pourquoi ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que on s'est beaucoup interrogé, les spécialistes de Thomas Mann, pour savoir comment il avait choisi ce nom, Buddenbrook. Alors il y a des tas d'explications. Certains disent que Brock veut dire marécage. Oui, voilà. En fait, il y a énormément d'explications. Je me souviens parce que quand je travaillais à la préface, j'avais noté toutes ces explications que j'avais pu trouver, puis j'en ai donné aucune. Et je suis resté simplement sur ce fait, parce que ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a un Buddenbrook dans Ephibriste. Par ailleurs, on sait qu'il était très marqué par l'éducation sentimentale de Flaubert. Et soit si vous l'avez lu ou quand vous le lirez, vous verrez que un des aspects qui peut faire penser aussi à l'éducation sentimentale, c'est justement le travail sur le temps, et avec des accélérations en ellipse, c'est-à-dire des chapitres assez courts qui alternent avec des chapitres plus longs, et tout à coup le temps a passé au chapitre suivant. Et ça nous fait sentir, comme dans l'éducation sentimentale, vous vous souvenez, il voyagea, une brusque accélération. Par exemple, quand Toni Buddenbrook fait son premier mariage, elle écrit dans le fameux cahier que Mathieu lisait, que finalement, elle va épouser ce type Grünlich qu'elle déteste, qu'elle trouve ridicule. Il est ridicule, il peint ses favoris en jaune. Et il a une grosse verrue. Il a une grosse verrue, et de surcroît, c'est un escroc. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Et ça se finit sur le moment où elle écrit dans ce cahier le renoncement parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle aimait quand même davantage, Morton, dont il va être question plus tard dans les lectures. Et en fait, elle décide finalement d'être conforme à ce que la famille et l'histoire de sa famille attendent d'elle, et elle fait le mariage que ses parents ont prévu. Et ça s'arrête elle écrit ça, et après, on est 3 ans plus tard. Tout à coup, elle a une fille, et là, on va découvrir que Grünlich est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer, et c'est pas peu dire. Donc, au début, il était simplement ridicule, quoi. Voilà, donc il y a cette expérience très forte du temps. Alors, il y a ça, et sur son bureau, il y avait un buste de Tolstoï. Voilà, donc c'est aussi, tout ça, on sait, c'est informé. Et après, c'est à chacun d'entre nous de faire sa cuisine, d'imaginer. Il a écrit sur Tolstoï, il a écrit un très long et beau texte sur Tolstoï, donc on peut, mais plus tard, si je me souviens bien, donc on peut aussi imaginer, évidemment, quand on lit, je pense, Anna Karénine, comment l'affrontement au temps à travers l'histoire de cette famille a pu résonner à travers Anna Karénine dans cette histoire aussi qui capte toute l'histoire de la Russie pour la concentrer. Il y a aussi un fait qu'il a lui-même noté, c'est qu'au départ, il avait un autre titre en tête. Oui, qui était, dont je ne me souviens plus en allemand. Abwärts. Vers le bas. Vers le bas. Et il était parti, parce qu'en fait c'était quelqu'un de la nouvelle, c'est son premier grand roman, il était parti d'une chose qui concernait Hanno, ce dernier rejeton de la famille des Buddenbrook, et qu'il a senti croître de manière assez autonome son roman, s'étaler sur les générations, traverser le siècle, et il dit un peu comme un leitmotiv qui donnerait un opéra à la Wagner. Donc ça contrecarre aussi l'image d'un Mann besogneux avec ses fiches, ses chapitres, etc. Et pour nous donner l'idée de ce que vous avez dit d'un envol, en quelque sorte. Si je me souviens bien, il jouait au piano toujours le même air de Wagner à ce moment-là. Toujours le même, sans varier.
Juste une question sur la documentation. Juste rebondir un tout petit peu sur les ellipses. Non, pas trop. C'est tout. On le fait après. On le fait après, d'accord. Non, je voulais juste clore sur cette genèse du roman et sur la documentation, sur les lectures. Est-ce que tu as dû toi-même te documenter ? Oui, alors je vais la faire courte. C'était vraiment un travail de documentation assez long, assez classique pour ce type de texte. Le travail de recherche les deux travaux de recherche les plus colossaux, c'était assez singulièrement à la fois sur le mobilier d'époque et sur l'histoire du costume. Là, j'ai vraiment beaucoup dû travailler. Alors, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à une chercheuse française qui s'appelle Guénolé Milleray, qui a écrit le décor intérieur en images au 19e siècle, ce qui est absolument extraordinaire, ce qui m'a permis vraiment à chaque fois de traduire de la façon la plus précise possible, en sachant je repérais, j'avais des petites fiches, je me disais, alors là, on est en 1846. Parce que c'est quand même assez facile de suivre. Alors, il y a beaucoup d'ellipses, mais malgré tout, il y a toujours des annotations, des événements extérieurs qui permettent de situer précisément quand se déroule telle ou telle scène. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de termes d'époque sur qu'est-ce qu'une console étagère, qu'est-ce qu'un bonheur du jour, pour les secrétaires. La cuisine, la recette de la carpe. Alors là, la recette de la carpe en meurette. La recette de la carpe en meurette, c'est le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas qui m'a aidé. Parce que, alors c'est Philippe tout à l'heure a parlé du grand repas, du grand banquet sur lequel s'ouvrent les Buddenbrock. Entre autres, alors c'est gargantuesque, il doit y avoir, je crois que il y a 11 plats. Je crois que j'ai compté 11 plats, ce qui est d'ailleurs totalement impossible physiquement. Enfin, essayer d'ingurgiter 11 plats, c'est quand même très compliqué. Mais bon, à un moment donné, la consul, Buddenbrock, est rasée complètement par les conversations politiques des hommes et elle commence à parler de cuisine. Et donc, elle donne aux autres convives la recette de la carpe en meurette. Là, effectivement, j'avais plusieurs livres de cuisine et j'ai emprunté quelques éléments à Alexandre Dumas. Sur l'histoire du costume, là, c'était encore plus fascinant parce que ça rejoignait. Moi, j'ai une sorte de vieille fascination pour l'histoire de la mode. Et c'était Bon, donc là, c'est l'histoire du costume en Occident de François Boucher qui m'a beaucoup servi. Et surtout, plus sérieusement, je suis allé relire évidemment beaucoup d'écrivains français de l'époque. Mérimée, Flaubert. Alors Flaubert aura été, pour moi, on reviendra sur Flaubert tout à l'heure, le Flaubert des deux éducations sentimentales, mais en particulier donc la seconde, celle de 1869, le Flaubert de Madame Bovary, la deuxième robe de Tony est assez proche. La robe que porte Tony lors de son second mariage est assez proche de la robe, sauf erreur, que porte Emma Bovary lors du bal à la Vaubyessard. Donc j'allais comme ça voler un petit peu, pas copier, voler. Voler, c'est intéressant, copier, ça n'a aucun intérêt. Voler des termes très précis à Flaubert pour pouvoir que... L'idée, c'était vraiment que ce soit un livre, une traduction cinématographique, qu'on se représente les personnages, que les personnages soient incarnés. Philippe disait tout à l'heure des caricatures à la Daumier, mais c'est exactement ça. D'habitude, quand on lit un peu ces textes-là, on a tendance à glisser sur les portraits, ou alors, pis encore, les portraits deviennent un peu interchangeables. Et là, vraiment, il arrive à croquer, mais en très peu de mots, le caractère d'un personnage à travers son costume, à travers un tic, à travers une expression, à travers une coiffure, la taille, etc. Et on s'éloigne du sujet. Pas du tout. Alors on avance un peu, si vous le voulez bien, et je vous propose qu'on se rende à présent sur les lieux des Buddenbrock. Dans ce roman qui va et vient entre la ville et la mer, les lieux d'affaires et les lieux de villégiature de cette classe aisée. Et Mathieu va nous lire un second extrait qui nous entraîne à Travemünde, au bord de la Baltique, parmi les algues et les coquillages échoués, où la belle Tony, dont on vient de parler, qui est donc la sœur de Thomas, rejoint dans les rochers un certain Morten Schwarzkopf, un fils de marin qu'elle ne va jamais pouvoir épouser. Ils allaient, bercés par le grondement régulier des longues vagues se rompant sur la rive, le visage fouetté de ce vent salubre et frais, chargé d'effluves salins accourus du large
en liberté, qui bourdonne à vos oreilles et suscite un agréable vertige, un engourdissement feutré. Ils allaient dans la paix vaste du bord de mer, toute bruissante de murmures, où chaque bruit, proche ou lointain, atteint, si frêle soit-il, à une résonance mystérieuse. À main gauche, la plage, bordée en une morne litanie d'escarpements d'argile jaune et de galets au relief accidenté, était sans cesse entrecoupée d'avancées rocheuses, dérobant à leur vue les découpures de la côte. C'était là-bas, quelque part, à l'endroit où le sable n'était déjà plus que cailloux, qu'il montait la pente, traversait des bouquets d'arbres, attaquait la sente raide menant au temple de Neptune, un pavillon de forme circulaire bâti de planches et de troncs d'arbres non équarris, dont les parois intérieures étaient couvertes d'inscriptions, initiales gravées, cœurs et vers galants. Et face à la mer, dans l'un des petits compartiments cloisonnés où flottait, comme dans les cabines de l'établissement de bain, une odeur de bois, Tony et Morten allaient s'asseoir, au fond, sur un banc étroit et grossièrement taillé. À cette heure vacante de l'après-midi, il régnait sur les hauteurs un silence solennel et très profond. Quelques oiseaux pépiaient, le léger froissement du vent dans les arbres se confondait avec la rumeur des flots qui venaient mourir au pied des dunes, tout en bas, et que piquait, dans un grand lointain, le mât de quelques bateaux, toutes voiles dehors. Soudain, abrités du vent, qui longtemps avait sifflé à leurs oreilles, ils se laissaient envahir l'un et l'autre par une paix inclinant à la méditation. « Tenez, regardez !» À ces mots, Morten tira d'une de ses poches de sa veste une sorte d'étroit ruban aux rayures chamarrées, dont on apercevait que l'extrémité et considéra Tony avec une expression d'attente et de triomphe. « Comme c'est joli, dit-elle, stupéfaite. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Morten répondit d'un ton emphatique. « Cela veut dire que j'appartiens à l'une des corporations étudiantes de Göttingen. Voilà, c'est dit. Je possède également une casquette dans les mêmes tons, mais pour le temps des vacances, j'en ai coiffé mon squelette, celui que porte l'uniforme de sergent de ville. Car ici, il serait impensable que je me promène avec, vous me comprendrez bien. Je puis compter sur votre silence, n'est-ce pas? Je n'ose imaginer ce qui arriverait si mon père venait à l'apprendre. Donc je serais une tombe, Morten. Non, pas un mot, je vous en fais le serment. Mais je crains de ne pas trop bien saisir. Êtes-vous tous conjurés contre les nobles, c'est cela? Que voulez-vous au juste? Nous voulons la liberté, clama Morten. La liberté? Oui, la liberté, ni plus ni moins, la liberté. Martela-t-il, et d'un geste vague, enthousiaste, quoiqu'un peu gauche, il désigna du bras la mer, au loin, en contrebas des falaises, non point le côté de la baie où le littoral du Mecklembourg fermait en demi-cercle la perspective, mais le grand large, les flots ouverts, ces vagues qui, à perte de vue, par bandes bleues, vertes, jaunes et grises, toujours plus étroites, s'éployaient grandioses, légèrement empennés d'écume vers l'horizon, dont des brunes légères estompaient la ligne. Tony suivit son geste des yeux et, tandis que leurs mains, posées l'une à côté de l'autre sur le rude petit banc de bois, étaient tout près de se confondre, et que montait jusqu'à eux, en un grondement tranquille, le souffle lourd de la mer, ils se turent un long moment, regardèrent ensemble vers un même lointain. Et Tony, dans une intuition soudaine, eut la certitude qu'elle s'accordait avec le jeune homme dans une compréhension diffuse, ample, pleine de désir et de pressentiment de ce que voulait dire le mot « liberté ». Mais c'est beau. Man et la mer, c'est toute une histoire, Philippe. Il disait « Mon amour de la mer. Je préfère son immense simplicité à la prestigieuse diversité de la montagne. » Oui, bah, il était de. Je repense à ce passage
en me disant que... Donc ça, c'est au début du roman. Les Allemands, pour la liberté, ils devront attendre un petit peu, à ce moment-là. Et plus d'un siècle. Un siècle et demi, quasiment, à peu près. À supposer qu'on y soit, dans la liberté. Et donc, de toute façon, c'était un homme du Nord. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous sont peut-être allés là-bas, sur la Baltique. Vous disiez que vous y alliez pour voir s'il y avait bien cette ouverture dont les écrivains parlaient. Oui, alors elle est là, enfin la partie de la Baltique, en tout cas où moi je suis allé, c'est tout plat et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a ces espèces de champs, des forêts, quelques réserves d'oiseaux, de choses comme ça, qui débouchent sur des dunes et des plages qui sont littéralement infinies. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite. Et il y a cette mer souvent grise tout de même, avec beaucoup de méduses. Qui sont dans les Buddenbrook. Oui, elles y sont absolument. Et puis des îles, par exemple au large de Travemünde et c'est jeté. Donc c'est un paysage très nu en fait, et qui reste tel. Moi, une des raisons pour les finalement aujourd'hui encore très peu touristique. Parce qu'il est austère, le temps n'y est pas, même en été, n'y est pas forcément formidable. Enfin, moi je le trouve formidable, mais il se laisse désirer. Enfin voilà. Et donc je pense que ça correspond à quelque chose du livre qui est ce sont des personnages qui sont quand même très introvertis. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'en même temps, il arrive, Thomas Mann, à montrer que dans la comédie sociale, ils ont quelque chose au contraire d'extraverti quand ils sont en représentation. Mais le fond de ce qu'ils sont, c'est une des forces du roman, c'est justement d'être vraiment des personnages du Nord, et il le fait très bien sentir quand, à l'occasion de son second mariage, Tony épouse un Munichois et se retrouve à Munich, parmi les buveurs de bière. Et là, tout la choque, en fait. Et finalement, ce qui la choque, c'est le côté méridional. Enfin, je pense que Olivier sera d'accord. Et Olivier a assez bien restitué ça aussi. C'est-à-dire, parce qu'on change aussi de registre de langage, quasiment. Enfin, pas quasiment, totalement. Il était musicien, tu le disais, Thomas Mann, et en fait, il a une perception, une oreille parfaite de la musique des langues. Si vous lisez par ailleurs, et je finis là-dessus, une novella tout à fait extraordinaire, où il sent monter le fascisme, et dont le nom m'échappe maintenant, Mario et le magicien, admirable texte. Là, le travail qu'il fait sur les connotations de la langue italienne et comment les fascistes sont en train de l'utiliser, quand on pense qu'il est allemand quand même, l'italien n'est pas sa langue maternelle, c'est tout à fait extraordinaire. Et là, on sent ça évidemment à la fois dans je ne sais pas comment appeler ça, si c'est un patois hanséatique, là, enfin un dialecte, et par ailleurs quand Tony se retrouve chez les Munichois. Donc ça, il fait très très bien sentir ça, cette ville finalement assez étouffante pour lui, où il a vécu, parce que c'est pas seulement qu'il n'y a pas la mer, c'est qu'elle est, tout ça est trop chargé. Tout ça est trop chargé. Je voudrais revenir à cet art du paysage chez Thomas Mann et à ce mélange que j'ai senti dans ta traduction entre l'importance du détail et en même temps la dimension quasi cinématographique. Il y a
il y a des passages que j'aurais aussi aimé lire. Il y a beaucoup de personnages se rendent là-bas et reviennent en calèche. Et on voit ce paysage de la mer s'annoncer ou disparaître, ce paysage de la ville aussi qu'on quitte ou qu'on retrouve. Et j'ai l'impression que tu as réussi à restituer cette ampleur du décor chez Thomas Mann. Ça passe par la phrase. Ça passe chez lui par la phrase et par le rythme. C'est ce que tout à l'heure, Philippe, tu parlais des ellipses qui moi, me ramènent au cinéma. C'est un texte qui préfigure presque la grammaire cinématographique, les Buddenbrook, à la fois par le montage et par les mouvements de caméra. La caméra stylo, disait Astruc, mais c'est vraiment ça aussi chez Thomas Mann. La phrase, l'ampleur. Je vais prendre deux exemples pour parler quand même de cette écriture cinématographique, cette ampleur. Ce sont les deux grandes scènes de banquet. Alors je vais spoiler atrocement pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais il y a deux grandes, comme le Guépard de Visconti. Bon, les Buddenbrook s'organisent autour de deux très grandes scènes de banquet qui ont lieu à 30 ans d'intervalle et qui permettent à Thomas Mann un peu de rassembler tous les personnages du roman. Le banquet sur lequel s'ouvre le roman et le banquet donné par Thomas à l'occasion des 100 ans de la maison de négoce de grains Buddenbrook. Ce sont les deux comprennent un plan séquence absolument extraordinaire. On aurait pu le lire d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez la caméra qui traverse un premier salon. Elle embrasse du regard comme ça plusieurs personnages qui se tiennent assis ou debout dans le salon. Il n'y a pas de cut, on continue, on entre dans un second salon, un peu comme au début du film de René de Marianne Bad. Puis on suit la caméra le long de l'escalier, on s'arrête un petit peu sur une conversation ou sur un personnage, la caméra continue, toujours pas de cut. Et c'est exactement la même chose dans la deuxième scène de banquet. Et ce qui parvient à donner cette ampleur, c'est la phrase de Mann, qui est une phrase tout en volute, avec des cascades de relatives, extrêmement musicales. Et moi, mon obsession, alors c'est peut-être aussi mon tropisme musical, mais c'était de rendre absolument le tombé de la phrase, comme dirait Jean-Jacques Schul, c'est-à-dire le mouvement soit binaire, soit ternaire, soit quaternaire, parce que sinon, à partir du moment où vous commencez à couper une phrase, à partir du moment où vous allez mettre des points-virgules, à partir du moment où vous allez mettre des points parce que vous n'avez pas le souffle suffisant pour développer en français la phrase comme l'auteur le fait jusqu'au bout, il ne reste plus que le sens. Et comme disait Claude Régis, quand on ne traduit que le sens, on ne traduit même pas le sens. Alors, il faut quand même parler de la sensualité de ce passage qui m'a beaucoup fait penser à Ulrich et Agathe dans L'homme sans qualité, c'est-à-dire cette extase retenue entre Tony et Morten. C'est un roman qui est à la fois hyper sensuel et totalement pudique. Alors c'est un roman totalement pudique puisque finalement, on va parler de Tony par exemple, pour prendre l'exemple de Tony, c'est un peu comme Frédéric Moreau et Madame Arnould. Enfin, entre Morten et Tony, il ne se passera rien. Il y a un effleurement à peine sur les rochers et puis un baiser. Bon, on s'en souvient. Et on s'en souvient. Ensuite, Tony, là aussi, il y a une ellipse sur les relations intimes qu'elle peut avoir avec Grünlich et avec Permaneder, ce qui, moi, me faisait beaucoup souffrir en traduisant, parce que j'étais évidemment du côté de Tony. On peut difficilement être du côté d'un mythomane d'un côté et d'un escroc de l'autre, doublé de deux abrutis quand même. Et en même temps, on se disait, il y a eu cette intimité entre eux. Elle a un enfant avec Grünlich, donc il y a eu cette proximité des corps. Là, ellipse totale. On peut penser qu'aussi, de ce point de vue-là, elle a été déçue. Enfin, on l'imagine même très certainement déçue. Et en même temps... Elle suggère à son père, elle dit... parce que son père, quand il est révélé que Grünlich est un escroc, vient la voir et lui dit « Alors, ma fille, donc depuis 3 ans, as-tu été malgré tout heureuse ?» Parce qu'il commence à se dire, le père, que
l'argent lui fait regretter le mariage, et puis du coup lui ouvre la conscience un tout petit peu, hein, comme on ouvrirait les portes d'une maison là, et il se dit mais finalement est-ce que tu as quand même été un petit peu heureuse avec lui? Alors elle commence par lui dire mais oui ça a été, pas de problème, etc. Puis il insiste parce qu'il sent bien quand même que tout ça n'est pas très enthousiaste, et puis elle finit par lui dire bah, c'était horrible. Mais la relation de Thomas avec Gerda, Gerda dont on reparlera tout à l'heure, oui. Mais c'est aussi c'est plus une ellipse, là, c'est le vide sidéral. C'est le vide sidéral, et pourtant, Gerda est celle... Le personnage de Gerda est très étonnant, parce qu'elle est à la fois, effectivement, celle qui va apporter le germe de la mort, elle est présentée comme ça, un petit peu, et en même temps... elle est celle dont les yeux se mouillent quand elle joue de la musique, la femme de glace qui parvient à avoir enfin un rapport touchant-touché uniquement quand elle joue et pas quand elle est avec lui. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors comme tu dis, c'est très pudique, mais il y a aussi des passages d'un très grand érotisme dans les Buddenbrook, avec une très forte charge érotique, où la phrase mime même l'extase érotique. Ça, ce sont deux passages que j'ai eu beaucoup de mal à traduire, sur lesquels je suis revenu. Alors là encore, on va spoiler, mais c'est quand il est question de Hanno, le petit Hanno, donc qui sera le dernier des Buddenbrook, qui joue au piano. Attention, hein. On va le dire. On va y revenir. Donc je m'arrête là. On parlera de la charge érotique après. Alors. Voilà. Non, pour finir sur ce passage, il y a quand même ce mot qui est... D'ailleurs, Mann aussi joue avec le mot liberté, qui est là placé dans une scène de renoncement, puisque ça sera tout sauf la liberté, puisqu'elle ne va pas partir avec Morton. Et en même temps, cette liberté, elle résonne aussi politiquement, puisque Morton est un combattant, est un homme engagé. Est-ce que vous êtes senti libre dans ce miroitement du sens que Mann produit avec le mot? Alors, Mann, comme tous les grands écrivains, c'est Annie Ernaux qui disait Proust est un écrivain qui vous oblige, au sens premier du terme. Je trouve que c'est très juste, quoi. Ça peut être écrasant, mais en même temps, Mann est un écrivain tellement subtil, tellement riche. Il y a derrière chaque mot un tel arrière-plan sociologique, historique, intime, que finalement, paradoxalement, ça pourrait écraser, mais ça donne une liberté immense. De façon générale, de toute façon, il faut bien comprendre que ce qu'on a entre les mains, quand on a un lecteur, une lectrice, c'est un objet bâtard. Une traduction, c'est une grande œuvre filtrée par la sensibilité d'un autre. C'est quelque chose de bâtard, d'impur, et ce qui, pour moi, fait la beauté de la traduction, c'est ça. J'ai longtemps été tétanisé quand je traduisais, et c'est Elfriede Jelinek qui m'a totalement ouvert en me disant « Fais-toi confiance », quand je traduisais Enfants des morts, de toute façon ce sera une œuvre à quatre mains, parce que c'est comme ça, et parce que je veux que ce soit ça, que tu prennes aussi des initiatives. On ne peut pas traduire Thomas. Il y a des passages entiers de Thomas Mann qui sont tellement polysémiques qu'on ne peut pas traduire mot à mot. Alors, vous pouvez traduire mot à mot. Une IA peut le faire, ça n'a aucun intérêt. DeepL le fait, Google le fait. Vous allez obtenir quelque chose de vieillot, de lourd, de plat. Et c'est le contraire de ce qu'est l'écriture vraiment intumescente de Thomas Mann. Donc, on est parfois obligé de trouver des équivalents, c'est-à-dire d'inventer. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qu'il faut, ça n'est pas reproduire le mot, la lettre, mais le geste de pinceau qu'a fait l'auteur ou l'autrice. C'est-à-dire, finalement, ce que l'auteur ou l'autrice fait à la langue, à sa propre langue, reproduire l'écart. Si l'auteur reste dans un registre de langue normale, on ne touche à rien. En revanche, ce que Deleuze appelait les différences de potentiel par rapport à une langue normale ou normée, ça, il faut le rendre. Il faut essayer au maximum, quand on est traducteur, interprète, parce que plus je vieillis, moins je me vois comme un traducteur, de reproduire, de restituer ce geste-là. Et ça donne une grande liberté, malgré tout. Et puis, il faut aussi assumer qu'il y a une part de soi dans une traduction. Et moi, ça m'a longtemps gêné, et aujourd'hui, c'est une chose qui me gêne pas, parce que traduire de toute façon, c'est aussi malgré tout apporter son corps.
je vous propose d'écouter un autre extrait. Cette fois-ci, on va aller à la rencontre de deux personnages de femmes, là encore. L'un s'appelle Gerda, on en a parlé. Gerda Arnoldsen, qui est la fille d'un propriétaire terrien, mélomane, épouse de Thomas. Et l'autre s'appelle Ida Jungmann. Elle est gouvernante de la famille des Buddenbrock. Elle sert, elle soigne, elle console. Elle est là aux naissances et aux enterrements. Lorsque le consul, pour la première fois, parut dans le salon au paysage avec sa fiancée pour l'introduire à sa mère, qui, la tête légèrement penchée, l'accueillit d'un baiser en refermant ses bras sur elle, ce fut comme une apparition. Gerda Arnoldsen s'avança sur le tapis beige d'un pas altier dans l'assurance souveraine de son charme. La silhouette haute, le sein généreux, cette jeune femme de 27 ans possédait, avec sa lourde chevelure fauve, ses yeux rapprochés, bruns, cernés de délicates ombres bleutées, ses grandes dents d'une blancheur scintillante qu'elle découvrait dans un sourire, son nez massif et droit, et sa bouche sensuelle au dessin noble, parfait, une beauté étrange, ensorcelante et raffinée, d'une essence inconnue. Son visage était d'un blanc mat, avec quelque chose d'un peu hautain. Mais lorsque la consul, avec une ferveur douce, prit sa tête entre ses mains pour déposer un baiser sur son front immaculé, sans défaut, elle l'inclina cependant. Ida. La brave Ida se tenait sur le seuil de la quarantaine, mais ses cheveux étaient déjà uniformément gris, presque blancs. C'était un trait de famille. Son oncle lui-même, celui qui avait succombé à une crise de hoquet, avait à 30 ans une chevelure d'un blanc éclatant. Ses tourments capillaires mis à part, la gouvernante avait toujours les mêmes petits yeux bruns, vifs, attentifs et dévoués. Elle était depuis 20 ans au service de la famille Buddenbrock, se savait indispensable, en concevait de la fierté. Son empire vigilant s'étendait sur toutes les provinces de la maison, la cuisine, le cellier, les armoires à linge, le placard où l'on rangeait la porcelaine. C'est elle qui se chargeait des commissions les plus importantes, elle qui faisait la lecture à la petite Erika, lui confectionnait ses vêtements de poupée, l'aidait à repasser ses leçons et, munie d'une provision de tartines beurrées, allait la chercher à l'école tous les midis pour l'emmener se promener sur les remparts du Mühlenwall. Les dames du meilleur monde disaient à la consul Buddenbrock ou à sa fille « Quelle chance vous avez, très chère, d'avoir cette demoiselle à votre service. Juste ciel, elle vaut son pesant d'or. 2 décennies déjà. Et croyez bien qu'elle sera encore vaillante à 60 ans et plus. Ses natures osseuses sont increvables. Ah, et ses bons yeux de chien fidèle. Je vous envie, ma chère. » Alors, Philippe, tu as déjà parlé de ce kaléidoscope de personnages. On voit ici tout l'art du portrait chez Mann. Et dans ta préface, tu dis on suit ces personnages, on s'y attache et quand ils disparaissent, on est désemparé. Oui, ben, c'est-à-dire que... j'y ai repensé là, quand tu parlais de la question de la liberté. En fait, je ne sais pas comment vous lisez des romans qui vous enveloppent littéralement et qui vous emportent, mais moi je sais que, par exemple, quand Ida est avec Morton dans cette scène, avec toutes celles qui ont précédé... Tony, oui, pardon. En fait, de nouveau, j'ai 15 ans, c'est-à-dire que je suis le lecteur de 15 ans et je me dis, mais bon sang, elle va l'épouser. Et pourtant, je sais déjà que c'est pas possible. Il nous a rien dit, mais il m'a rien dit, Thomas Mann, mais il me l'a déjà fait sentir qu'il y a trop d'écart social, d'écart de langage.
Et pourtant, ils s'entendent profondément, ces deux-là. Elle le dit, elle le sent. Mais ça ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle ressent. Et c'est précisément, comme le disait Olivier, la phrase de Thomas Mann qui unit cet écart entre ce qui est ressenti et ce qui ne peut être vécu. Parce que c'est cette société-là, à ce moment-là. Et donc ça, c'est une chose. Et donc, quand Ida, je me souviens très très bien de la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai lu le livre. Et là, quand j'ai relu la scène dans la traduction d'Olivier, après, quand elle écrit dans le cahier qu'elle va épouser Grünlich, franchement, j'étais en colère. Et je pense d'ailleurs que, très franchement, on lit... donc moi, je suis... mon métier, entre autres, c'est d'être critique littéraire. Et de ce point de vue-là, c'est un sale métier, parce que on lit vraiment ces romans-là pour toujours avoir 15 ans, comme quand on lisait Alexandre Dumas, etc., etc. Et donc, on doit absolument, et c'est la vertu de ce roman, éprouver tous les sentiments, tous les empêchements, toutes les sensations des personnages. Et c'est ça, pour répondre à ta question, qui contribue aussi à la richesse des portraits. Et là, on voit combien il est à l'aise aussi dans la peinture de ce qu'on appelle le peuple. Dieu sait qu'il est présent sous le prisme du regard que la bourgeoisie porte sur lui. Mais quand Ida fait ses adieux, après des années de service, moi, j'ai été bouleversée par son départ, par cet enfant qui voit cette femme qui lui a donné tant d'amour partir. Et c'est l'importance de cette servante. C'est comme chez Proust avec la bonne. Il y a chez Thomas Mann une vraie attention à autre chose que ce dont il est question, c'est-à-dire cette bourgeoisie. Alors, d'ailleurs, si je me souviens bien, le dernier mot du livre est donné par une femme qui est du peuple. Ouais. Donc, c'est le dernier mot du livre. Donc, elle a le dernier mot. Donc, c'est quand même... les femmes ont le dernier mot. Et dans les femmes, quelqu'un qui est du peuple. Et donc, ces dames prenant plus ou moins le thé, on pourrait dire. Voilà, mais il faut dire que comme les hommes sont morts... Et voilà. Mais alors là, du coup, je suis perturbé parce que je n'arrive plus à... Je suis de nouveau dans la scène. Je les vois en train de tirer une non-morale de l'histoire, enfin, plutôt qu'une morale, hein, vous voyez, parce qu'elles sont à ce moment-là dans la vie, dans ce qu'elle a de plus concret, et dans l'idée que la transmission qui devait avoir lieu selon les règles des Buddenbrook n'a pas eu lieu, mais une autre transmission a lieu, qui est simplement celle de la vie qui continue. Voyez, et donc qui est plus forte finalement que les cadres qui avaient été fixés. Et donc Thomas Mann est toujours, et pas seulement dans ce roman, mais je trouve particulièrement dans ce roman, à l'aise pour, comment vous dire, fixer les cadres et en sortir. Et le faire, alors quand on parle par exemple du peuple, évidemment on pense à Proust à certains moments, mais l'ironie qui est réelle chez Mann n'a pas la méchanceté de Proust. Il y a vraiment une différence qui a dû être étudiée. Sur quoi n'y a-t-il pas eu d'articles et d'études, mais c'est pas du tout... assez curieusement, ce grand bourgeois hanséatique, quand il est écrivain, en tout cas, dans sa vie, je n'en sais rien, n'est pas en surplomb de ces personnages et ne les réduit pas, en tout cas ces gens du peuple, par leur ridicule. Il le fait pour certains notables et pour des escrocs, des banquiers. Là, il y va là. Mais là, on voit qu'il a, et c'est pas non plus cette absence de surplomb n'est pas non plus une fausse modestie désignée à être généreux parce que ce sont les gens du peuple. Il les aborde avec un naturel et un réalisme parfait. Alors, il y a un véritable art
comment dire, physionomique chez Mann. Et je me suis amusée à regarder parce que j'ai l'impression... quand ce personnage surgit, on voit soit ses mains, soit ses joues, soit ses dents. Il y a un travail énorme de stylisation de chaque personnage en fonction de sa santé dentaire, en fonction de l'état de ses mains. Est-ce qu'il y a des veines, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Comment... Taille aussi. Rares sont les hommes grands. Grünlich, il lui reste 2 dents jaunes en bas, c'est tout. Et avec vous verrez ce qu'il arrive à faire avec ces 2 dents pour nous faire comprendre qu'il est dangereux. Et à plusieurs moments, il caractérise aussi les Buddenbrook en disant « ça, ce sont les mains des Buddenbrook ». Je rebondis, oui, comme chez Zweig, dans 24 heures de la vie d'une femme, où il y a cette focalisation sur les mains, qui est un portrait par les mains. C'est tout à fait saisissant, ça. Zweig faisait ça merveilleusement bien aussi. Il arrive à... On prend un détail, et finalement, c'est une sorte de pars pro toto, quoi, qui permet de caractériser un personnage, effectivement, soit par ses mains, qui sont, pour Hano, par exemple, des mains qui sont des mains déliées, qui ne sont pas tout à fait les mains des Buddenbrook. On est déjà en train d'évoluer ou d'involuer vers l'artiste. Et les dents aussi, la fragilité des dents. Il arrive à... on l'a dit au début, c'est un roman sur le déclin, sur la dégénérescence, par de très petits détails aussi comme ça, très presque lâché comme en passant, on arrive à voir que le germe est semé et que le fruit est déjà... Le verre est dans le fruit, quoi. Par contraste aussi. Par contraste, oui. La génération d'après a les joues plus creusées. Oui. Il fait des comparaisons aussi de génération en génération, des comparaisons de personnages en personnages. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, et on peut peut-être un petit peu s'y appesantir, mais pas trop, sur le langage, le masque acoustique en fait propre à chaque personnage. Chaque personnage, tu dis, a sa langue propre. Je vais t'embêter, je rebondis juste sur l'ironie. L'ironie, effectivement, c'est pas vraiment une ironie proustienne, c'est pas non plus vraiment une ironie flaubertienne, qui est plus une ironie du dégrisement. Je pense qu'il a peut-être aussi pris un peu chez Fontane, dans le Stechlin ou dans des œuvres de Fontane, où on a cette espèce d'ironie bonhomme, d'ironie bienveillante, en particulier pour les personnages du peuple. Parce que c'était aussi, finalement, ces grandes lectures, c'était Fontane et Flaubert quand il... Faut pas oublier aussi, c'est important de le savoir, qu'à cette époque-là, il faisait un livre avec son frère qui s'appelait Livre pour enfants passage, qu'ils ont offert ensemble à leur sœur, et c'était un recueil satirique de personnages croqués avec violence, et Mann avait tout à fait constaté que son ironie était moins acerbe que celle de son frère. Ouais. Alors, on parle du langage des personnages ou des dialogues ? Du langage propre à chaque personnage, et si tu veux aller sur le dialogue, mais vraiment rapidement. Vraiment rapidement. Alors, ce que je voulais, on a dit tout à l'heure que donc il avait un art du portrait et que chaque personnage était vraiment croqué à merveille et existait en soi. Donc, je voulais que ce soit un petit peu la même chose pour le parler de chaque personnage. Alors là, j'ai beaucoup travaillé comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai une lectrice allemande qui le soir me lit les pages que je vais traduire le lendemain. Et je trouvais le parler, notamment, on a parlé d'Ida tout à l'heure, hein, ou le parler du courtier gauche, extrêmement drôle en allemand. Alors j'ai procédé à des essais en français parce que je voulais que chaque personnage ait un parler bien à lui et une couleur. Ida, avec ses Montpetio qui reviennent de génération en génération. Je vais la faire courte avant de basculer sur les dialogues. J'ai beaucoup essayé de garder à la fois une patine d'époque, en employant les termes de l'époque, et en même temps de garder un côté très moderne pour que vraiment il n'y ait pas de côté vieillot, suranné, avec des termes qui rendrait le texte poussiéreux. Tu peux nous donner un exemple ? Oui, alors je vais donner juste l'exemple de cette très belle scène qui est presque ma scène préférée, mais ça doit être mon côté fleur bleue. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'amour de Thomas. Thomas avait une première passion pour une fleuriste qui s'appelait Anna, dont on nous dit qu'elle avait des yeux fendus où brûlaient des feux à Longhi.
Quand même, c'est pas mal d'écrire ça. Enfin, c'est Thomas Mann qui écrit ça. Donc, il se donne des petits noms avant de se séparer définitivement, parce que Thomas Buddenbrook ne peut pas épouser une fleuriste, c'est totalement hors de question. D'ailleurs, il lui dit dès le début de leur première rencontre qu'il ne pourra pas l'épouser, et il lui donne différents petits noms. J'en avais cherché plusieurs en essayant justement de donner une patine d'époque. Ça sonnait très faux, très poussiéreux. Je ne trouvais pas, je voulais pas de chérie, etc. Et c'est assez long, c'est en deux morceaux, la façon dont il l'interpelle à chaque fois. Et puis j'ai revu Plein Soleil de Clément, où le personnage de René appelle le personnage de Marie Laforêt Mamour, Mamie, Marge. Et j'ai utilisé Mamour, Mamie. Voilà, ça c'est un exemple parce que je trouvais que ça sonnait merveilleusement bien, que ça correspondait exactement à ce rare accès de tendresse chez Thomas Buddenbrook, avec le mot qui déjà est un début de caresse. Donc j'ai travaillé comme ça, vraiment de façon comme une dentelle clinique, disait Céline, au cas par cas. Et la même chose pour les dialogues. Alors je ne sais pas si on peut faire encore pour vite sur les dialogues. Ouais, très vite sur les dialogues. Les dialogues chez Mann sont d'un très très grand naturel, d'une très grande vivacité, d'une grande modernité. Là aussi, j'ai voulu à la fois garder des termes d'époque et procéder à des élisions, en utilisant parfois une syntaxe incorrecte, de façon à ce que ce soit très rapide en français. Là, c'est pas René Clément, là c'est plutôt chez Maurice Pialat. J'ai souvent comme ça ce que j'appelle des lectures ou des films connivants quand je traduis, et j'ai beaucoup revu le Van Gogh de Pialat. Et je trouvais que c'est Pialat qui a écrit les dialogues de Van Gogh. C'était génial parce que on était complètement dans le 19e, enfin la charnière, 19e, 20e, enfin 20e, et en même temps, c'était extrêmement moderne. Ça ne sonnait jamais faux, ça allait très très vite. Les dialogues, notamment entre Dutronc et les personnages de l'auberge où il accueillit. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je vais tendre à la fois à cette modernité par une langue un peu débraillée, et en même temps essayer malgré tout de situer historiquement par un mot. Et un exemple, ça donne. Mon Dieu, là tu me. Je sais pas si j'ai un exemple comme ça qui me. Ah si, c'est la scène hilarante de 1848 où on voit le peuple. La révolution de 1848 que Thomas Mann présente un peu de façon en farce en fait presque, où non c'est pas Thomas, c'est le père, le consul Buddenbrook est contraint d'aller parler au peuple qui y a un début d'insurrection sur ses fenêtres. Alors sa femme lui dit ne le fais pas, le peuple, en plus on a des domestiques en livrée, on va terminer en brochet, voilà. Et bon, quand même, n'écoutant que son courage et son sens du devoir, il y va. Et il s'adresse au peuple dans le même langage que les débardeurs, que les mariniers, que les marchands des 4 saisons des bas quartiers de la ville. Et là, il essaye de se mettre à de singer leur langage. Il y parvient puisque c'est quand même c'est quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter les dockers, etc. Et en même temps, le naturel revient. Il se met à utiliser son langage de bourgeois en traitant un de grand gourdiflot. Et Thomas Mann nous dit aussitôt, par mégarde, il était retombé dans son parler policier. Donc là, le dialogue entre Thomas Buddenbrook et Smolt, qui est un peu le chef des insurgés, il fallait tendre à ça, le plus grand naturel possible, tout en gardant, et dans le langage du bourgeois et dans le langage de l'ouvrier des docks de l'époque, des termes qui ne soient pas anachroniques. Alors on va écouter à présent un passage qui est particulièrement autobiographique. Je vous rappelle que Thomas Mann, peut-être ne le savez-vous pas, était un élève plus que moyen, qui n'avait pas passé son bac et qui n'en avait pas fait mystère. En 1907, c'est-à-dire quelques années après la parution des Buddenbrook, il est dans un récit autobiographique intitulé « Devant le miroir ». Il écrit « J'étais un lycéen débauché, j'ai même pas réussi à aller en terminale, paresseux, entêté, toujours prêt à une méchante raillerie contre tout ce qui m'entourait, détesté par les professeurs du vénérable établissement ». Donc on va entendre un petit aperçu du personnel éducatif auquel est livré le dernier rejeton de la famille des Buddenbrook, Hanno, fils de Thomas, dans son lycée.
Monsieur Vouliquet. Le proviseur venait de paraître à leur vue, coiffé d'un chapeau mou noir. Cet homme d'une taille peu commune, avec une barbe rase et un ventre en proue, vêtu comme à son habitude de pantalons beaucoup trop courts et arborant sa chemise des manchettes en entonnoir très sales, s'avança d'un pas rapide sur le sol carrelé de la cour et, le visage comme supplicié de colère, désigna de son bras tendu la pompe à bras. L'eau se répandait à flots. Immédiatement, une flopée de jeunes gens se précipitèrent, le devançant pour couper l'arrivée d'eau. Le mal était déjà réparé, qu'ils restèrent plantés là un long moment encore, considérant tour à tour, avec des faces ahuries, la pompe à bras et le proviseur qui, d'une voix grave, sourde et outrée, admonestait l'infortuné M. Goldner, lequel était accouru, les joues en feu. Le sermon fut ponctué de bourgonnements et d'indistincts clappements de lèvres. Ce monsieur Vouliquet était un être d'épouvante. Il avait succédé au vieil homme jovial et humaniste sous l'égide duquel le père et l'oncle de Hanau avaient fait leurs études et qui était mort peu après 1871. C'est à cette époque que M. Vouliquet, titulaire jusqu'alors d'une chaire de professeur dans un lycée de Prusse, avait été promu au rang de proviseur. Aussitôt, on avait senti souffler sur l'antique établissement un vent de nouveauté, sur les vestiges fumant encore d'une culture classique considérée comme une fin en soi, un loisir studieux auquel on s'adonnait avec allégresse, quiétude et idéalisme. Les notions d'autorité, de devoir, de puissance, de service et de carrière avaient été élevées à la plus grande dignité. L'impératif catégorique de notre grand philosophe Kant, tel était l'oriflamme que le sieur Vouliquet faisait claquer au vent lors de grands discours, chaque discours de remise de prix. Il régnait dans l'école devenue un État dans l'État, une discipline de corps d'armée si sévère que les élèves eux-mêmes, à l'imitation des professeurs, se voyaient comme des sortes de fonctionnaires dont la seule préoccupation était de figurer dans les petits papiers de leurs supérieurs afin de ne pas compromettre leur avancement. Peu après l'entrée en fonction du nouveau directeur, d'importantes transformations avaient été engagées au sein de l'établissement, dans le respect des principes d'hygiène et d'esthétique les plus rigoureux. L'entreprise de rénovation fut conduite de la plus heureuse des façons. Une seule question demeurait en suspens. L'école, du temps où régnait en ses murs un peu moins de confort moderne, mais davantage de bienveillance, de gaieté, de joie d'apprendre et de bien-être, n'était-elle pas un lieu plus sympathique et propice à l'épanouissement ? De l'âme qui habitait autrefois le lycée, il ne subsistait plus rien. Donc Mann se venge, prend sa revanche sur ce lieu où il a beaucoup souffert. Sur la Prusse. Et sur la Prusse qui progressivement a intégré, annexé, absorbé cette république de Lübeck. Oui, et ce qu'on sent dans la première partie du livre, la fantaisie tout de même qui régnait. Il régnait de la fantaisie chez ces gens. Et voilà, là tout à coup c'est la mise en ordre, c'est Bismarck, enfin tout ça, tout cet arrière-plan est là, mais toujours, ce qui n'est plus forcément toujours le cas dans les grands romans qui suivront de Mann, tout est fondu dans l'expérience et la vie des personnages, c'est-à-dire que ce passage-là, on le voit, il n'y a jamais plus de discours que celui-là. Il est assez bref, somme toute, mais c'est, comme vous savez, si vous avez lu La Montagne Magique et plus encore Dr Faustus, il y a après chez Mann beaucoup plus de dialogues politiques et philosophiques qui sont comme quasiment détachés de l'action et de la vie des personnages, même si c'est eux qui les portent. Tandis que dans les Buddenbrook, c'est pas le cas. C'est pas comme ça. Et d'ailleurs, il a lui-même remarqué que c'était le seul roman
dans son écriture, qui n'avait pas été interrompue par la rédaction d'un essai. Oui. Donc il n'y a rien d'un essai dans ce roman, tandis qu'il y a beaucoup d'essais dans les romans qui suivront. Pas dans les romans courts, que j'apprécie beaucoup pour cette raison, mais dans ces romans plus longs, bon, évidemment, j'ai une grande admiration pour La Montagne Magique, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des tunnels. Ce qui en soi n'est pas grave, hein. On pourrait faire une autre séance sur la question de l'ennui, des vertus de l'ennui dans la lecture, parce que il a ses vertus. Il faut dépasser, ça fait partie des... Il peut y avoir une course d'obstacles dans la lecture. Là, je dirais qu'en tout cas pour moi, dans ce livre, bien malgré son épaisseur, finalement, il y a très peu d'obstacles parce qu'on est vraiment dans la vie des personnages à tout moment. Mais cette expérience douloureuse de la coercition, de l'enfermement, de l'injustice, il y consacre quand même 60 pages pour une journée de la vie de l'écolier Hanaud. Donc là, on a vraiment comment dirais-je, l'art du temps aussi chez Mann, et ce moment de critique sociale, il est vu à travers des écoliers qui subissent... À la fois ça et d'autres écoliers, parce que pourquoi ce passage est si long et en même temps vraiment tout à fait passionnant, donc pas long du tout à lire, c'est qu'il y a une extraordinaire séance de classe où ce qui pourrait être comment dire, une sorte de révision de ce que savent les élèves ou pas devient un véritable interrogatoire. Il manque vraiment plus que les lampes dans la gueule, hein, littéralement. Pourquoi c'est long ? Parce qu'il veut nous faire, à travers ce que vit Hanaud, il ne nous fait pas seulement sentir la coercition dont tu parles de la part des professeurs, mais comment cette atmosphère d'autorité, de loi du plus fort, contamine d'autres élèves qui se comportent évidemment très durement avec les élèves les plus faibles, dont Hanaud, qui est défendu par un autre personnage tout à fait extraordinaire, Caille, un enfant, presque un enfant sauvage. Qui mord au mollet. C'est un conte, mais qui est un personnage admirable de liberté, qui pourrait finalement finir dans un film de Truffaut. Oui, il y a toujours il prend son temps pour nous montrer à quel point le changement d'atmosphère politique et sociale infecte tout. Et il le fait à travers ce petit personnage vivant et tellement touchant de Hanaud qui en souffre à tout point de vue, enfin qui est vraiment tout en bas là, et qui en souffre sans pouvoir tout à fait se révolter. C'est Caille qui se révolte à sa place. Alors il faut un art du temps, nous aussi, et je crains que... On lit quand même il nous reste 2 extraits encore à lire, donc je pense qu'on privilégie le texte sur ce qu'on peut en dire. On l'a dit, l'une des grandes forces paradoxales de ce livre, et ce qui le tient et ce qui le guide, c'est ce mouvement vers le bas, c'est le déclin, la dégénérescence et la mort que Thomas Mann va capter partout où elle s'annonce. Et là, je voudrais vous proposer d'écouter un passage où nous retrouvons la famille Buddenbrook par une lourde et suffocante journée d'été. L'air était étouffant. Dehors, dans le ciel d'un gris très foncé, très bas et lourd de menaces, la dernière touche de bleu s'était effacée. Les couleurs de la pièce, les tons vifs des paysages champêtres dont s'ornaient les tentures, l'or des meubles et des rideaux s'était éteint. La robe de taffetas de Tony ne chatoyait plus de subtiles nuances. L'éclat des regards s'était terni. Et le vent, un vent d'ouest qui, il y avait quelques minutes encore, chahutait le feuillage des arbres du cimetière de Marienkirche et soulevait dans la rue sombre de petits tourbillons de poussière, s'était couché. Pendant un moment, le silence fut complet.
cet instant que c'est arrivé, ce fut soudain. Il se produisit sans un son quelque chose d'effroyable. La touffeur de l'air parut redoubler en l'espace d'une seconde. La pression de l'atmosphère, affolant le cerveau, comprimant le cœur, nouant la gorge, sembla encore s'intensifier. En bas, sous les fenêtres, une hirondelle de son vol rasant fusa si près de la route qu'on entendit ses ailes heurter sourdement le pavé. Et cette pression diffuse, cette tension, ce sentiment d'oppression croissant qui pesait sur l'organisme aurait été intolérable si, à l'instant vite atteint, où ils furent à leur point culminant, une détente soudaine ne s'était pas opérée, si, à la faveur d'un rien, d'une volte du vent peut-être, une rupture salvatrice n'avait pas eu lieu, un craquement quelque part imperceptible et que l'on crut entendre cependant si, au même instant, et sans qu'une goutte ou presque eût annoncé l'averse, des torrents de pluie ne s'étaient pas abattus, au point que les caniveaux débordèrent d'une eau écumante qui jaillissait en gerbe sur le trottoir. En cette seconde étrange, Thomas, accoutumé par la maladie à sonder les mouvements les plus ténus de ses nerfs, s'était penché en avant. Il avait jeté sa cigarette et porté la main à sa tête. Puis il promena le regard autour de lui pour voir si les autres avaient eux aussi ressenti et observé ce phénomène. Il lui parut remarquer quelque chose chez sa mère. Ses sœurs apparemment n'en avaient pas du tout pris conscience. La consul, par la vitre, regardait le lourd rideau de pluie qui enveloppait tout entière la Marienkirche. Elle soupira. « Dieu soit loué. »« Bien, fit Tom. En 2 minutes, l'atmosphère sera rafraîchie. Allons prendre le café dans la véranda le temps que la pluie dégoutte des arbres. Tilda, tu auras la bonté d'ouvrir la fenêtre ?» Le bruit de la pluie plus virulent s'engouffra dans la pièce. Son fracas était tellement presque assourdissant. Tout ruisselait, gargouillait, moussait et clapotait dans une rumeur allègre. Le vent de nouveau s'était levé. Il passait par bonds espiègles dans l'épais voile de pluie, le déchirait en lambeaux qu'il dispersait selon sa fantaisie. Chaque minute apportait une fraîcheur nouvelle. Tout à coup, on vit apparaître Lynn, la suivante de la consul. Traversant la galerie à toutes jambes, elle fit irruption dans le salon avec une telle impétuosité qu'Ida Yunman lui lança, pour la tempérer d'un ton vibrant de reproche, « Mon Dieu, combien de fois !» Les yeux bleus de Lynn, inexpressifs, étaient écarquillés, ses lèvres s'agitaient sans produire un son. « Ah, Madame la consul, articula-t-elle enfin. « Ah, vite, venez. Ah, Jésus, Marie, Joseph, j'ai eu si peur. » « Allons bon, fit Tony, voilà qu'elle a encore cassé quelque chose de la porcelaine précieuse, sans doute. Non, vraiment, maman, ton personnel. » Mais la servante s'écria d'une voix étranglée. « Ah non, Mme Grunlich, si encore c'était que ça, mais c'est monsieur. Quand je suis été pour lui apporter ses bottes, il était assis dans son fauteuil et il me regardait d'un air drôle, sans pouvoir parler, avec un bruit rauque. Je crois que monsieur le consul est au plus mal, il est tout jaune. » « Va chercher Grabeau !» lui hurla Thomas en la poussant vers la porte. « Mon Dieu !» s'écria la consul. « Oh, mon Dieu !» Et joignant les mains devant son visage, elle se précipita dehors. « Chez Grabeau, vite, faites atteler, tout de suite !» s'épouvonna Tony. Ce fut une ruée. Tous s'élancèrent dans le couloir, descendirent l'escalier à la folle allure, traversèrent en trombe la salle du petit déjeuner et pénétrèrent dans la salle à coucher. Trop tard. Johann Brudenbock était mort. Alors Thomas Mann nous confronte à plusieurs reprises à la mort de ces personnages. Et je pense à la consul, la mort de la consul aussi, oui, dont le petit anneau se souviendra toujours de l'odeur. Oui. Il y a une présence constante de la mort, mais là on voit à quel point c'est par la météorologie, par le mouvement de la matière, du vent, de la pluie, que la mort s'annonce. Dans l'extrait, oui, que vient de nous dire Mathieu, c'est particulièrement net.
C'est l'une des plus belles scènes de mort, de décès de la littérature allemande, c'est le décès d'Elisabeth Buddenbrook, qui là aussi été tiré à plaisir par Thomas Mann. C'est une agonie qui dure 17 pages. On voit les médecins se succéder. Quand enfin elle a rendu son dernier souffle, elle n'existait plus, écrit Thomas Mann, ce que je trouve assez extraordinaire. Elle n'existait plus. C'est pas elle est morte, mais elle n'existait plus. On voit un des personnages, une main qui va tirer les rideaux. C'est le petit matin. La consul est morte. Il y a toute la famille qui est présente dans la pièce. Il fait sombre. Et une main dont on ne sait pas à qui elle appartient, c'est peut-être Tony, c'est peut-être le médecin, c'est peut-être Thomas, écarte les rideaux. Il y a une aube sale qui entre dans la pièce. Et oui, bah ça rejoint un petit peu le passage qu'on a lu, c'est-à-dire que le dehors, oui. Bah oui, ça rejoint le passage qu'on a lu. Il faut dire aussi que Thomas Mann avait assisté à la mort de son propre père. Il avait 16 ans. Il dit « La mort m'est devenue familière ». Et pourtant, dans ta préface, Philippe, tu insistes moins sur la mort que sur l'extinction. Tu dis « On vit en direct l'extinction ». Oui, chaque mort a droit à ses circonstances dans ce livre. Il y a vraiment une série d'enterrements de première classe. Le fils de Klaus Mann disait que son père était très doué pour parler de la mort et que d'ailleurs il avait dans les Buddenbrook exterminé une famille entière. C'est vrai, mais on peut dire que ces morts, effectivement, on peut rythmer le livre suivant différents types d'étapes. On a parlé des banquets, du début et de la fin. Il y aurait plusieurs types de scènes, mais disons que quand même, parmi les scènes les plus mémorables, il y a les morts, puisque effectivement, ils meurent tous. Et chacun de manière effectivement très, très spécifique. Donc là, on a entendu l'orage. Tu parlais de la longue agonie d'Elisabeth. Et bien sûr, la mort de Thomas, qui meurt dans la neige. Enfin, il ne meurt pas tout à fait dans la neige. Il fait son malaise dans la neige et c'est un moment aussi remarquable que Mathieu aurait pu lire, parce cet homme, il est très élégant et il tient surtout énormément à rester tiré à quatre épingles, totalement, mais d'une manière obsessionnelle. Et donc il sort de chez le dentiste où il y a une séance qui ressemble quand même à une séance de torture, et où le dentiste doit lui arracher des dents. Et en fait, là, il dit « Je sais plus ce que je ne puis en supporter. Je me tire et je reviendrai plus tard. » Il sort, la scène est tout à fait extraordinaire. Il est dans la neige, il rentre et il a ses gants, ses beaux gants de chevreau, non ? C'est ça. Ouais. Et puis là, tout à coup, là aussi, l'orage n'est plus extérieur, il est intérieur. Absolument. Il est à l'intérieur de la tête. En fait, ce qui nous fait vivre, c'est une sorte d'AVC, comme on dirait maintenant. Et il s'écroule dans la neige boueuse, dans une position presque pas ridicule, mais pathétique. Et voilà comment finit ce personnage qui tenait tellement à son élégance, avec une tache de sang, la boue, voilà, le chapeau qui roule. Le chapeau qui roule, cinématographique. Ça fait penser à la mort de Robert Walser, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a ou alors, si on pensait au cinéma, là, je me souviens du Doulos de Melville, le chapeau de Belmondo qui roule. Et là, c'est sur un trottoir, et évidemment, ça vient. C'est le point culminant de la solitude du personnage qu'on sent monter depuis déjà quelques centaines de pages. Donc, à travers ces activités, où on sent que plus ça va, plus cet homme qui dirige l'entreprise et qui est tout de même un des grands notables de Lübeck
et pas seulement de Lübeck, de la région, finalement, est de plus en plus isolé dans sa fonction et dans sa vie. Sur le déclin. Sur la langue, je voudrais peut-être, parce que le dernier extrait, ce sera Hanno. Oui. Je voudrais revenir quand même juste un tout petit peu sur le génie de la langue de Mann. Parce que c'est vraiment sur la matérialité des mots, la langue, quoi. Et on finira avec la lecture. Ouais. Et ce que j'appelais la charge érotique du langage, tout le génie de Mann, c'est que c'est sa capacité à reproduire les mouvements de l'âme par le mouvement de la phrase. C'est quelque chose de tout à fait sidérant. Moi, mon personnage préféré dans le roman, chacun a plus ou moins un personnage préféré, c'est Hanno. Et le lieutenant von Trotta, le militaire qui est inapte au métier des armes, ce que je trouve absolument formidable. Et il y a 2 très grandes scènes. Alors là aussi, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, malheureusement, Hanno a 16 ans. C'est un petit garçon qui se passionne pour la musique, qui a été initié à la musique par sa mère, un domaine auquel les Buddenbrook n'ont jamais vraiment eu accès, puisque Tony le dit d'ailleurs, on n'a pas d'oreille, on n'a pas le sens musical. Et Hanno est un petit garçon empêché. Son personnage est très très poignant parce que donc à l'école, comme on l'a dit, il est victime de brimades dans une école qui d'ailleurs est plus une caserne qu'un lycée. Son père veut à tout prix faire de lui un négociant alors qu'il n'a absolument pas envie d'être négociant, il veut être artiste, il veut être pianiste, il compose déjà un peu. Et c'est aussi un petit être de glace, un peu comme sa mère, qui ne se dégèle qu'au moment où il joue, où là, pleinement, il s'épanouit, il est enfin lui-même et il s'abolit dans la musique. Et là, la vie lui devient supportable, comme un stupéfiant. Et la langue en même temps. Et la langue en même temps. Et il y a ces 2 grandes scènes où le petit Hanno improvise au piano, sa mère le pousse. D'habitude, en fin d'année, à Noël, il doit réciter un poème, ce qui pour lui est un supplice parce que comment il faut faire plaisir à son père, il bute sur les mots, enfin c'est terrible. Mais là, on le laisse jouer. Et ce que décrit tout simplement Mann, sur 3 pages d'abord, puis dans le passage que va nous lire Mathieu à la fin, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le lis, c'est la phrase mime à rapport érotique d'onanisme, un orgasme. C'est-à-dire qu'il s'assied au piano, la phrase commence lento, il commence à placer quelques arpèges, puis le mouvement s'accélère un petit peu, les motifs changent, deviennent de plus en plus riches, il y a un crescendo, il y a une montée en puissance, une intumescence, comme ça, on arrive à un acmé. Là, il y a un moment où on est presque sur une crête, ça dure un petit moment, et puis il y a la délivrance, ça retombe, et c'est la jouissance, c'est la délivrance, c'est la petite mort. Et la phrase qui s'étend sur 3 pages, reproduit très exactement, par les cascades de relatives, par son rythme, par sa scansion, le début du désir, l'épanouissement du désir, le moment où le désir éclot puis s'accomplit, et enfin le dégrisement, la chute, la mort et l'exténuement après la jouissance. Et ça, arriver à le faire sentir par la langue, arriver à faire sentir cette sensualité, cette force, cette puissance, ce désir, uniquement par le mouvement d'une phrase, et il faut le faire quand même. Mathieu. Hanno resta seul. Il se leva, marcha vers la porte vitrée, donnant accès à une véranda étroite. Pendant quelques minutes, il contempla le jardin aux allées détrempées, puis tout à coup, il fit un pas en arrière, tira d'un geste vif la draperie de velours crème devant la porte, plongeant la pièce dans un demi-jour jaunâtre. Il regagna le piano d'une allure empressée, ne s'assit pas immédiatement. Son regard qu'il fixait sur un point indécis, peu à peu s'enténébra, se brouilla, comme si l'on eût agité et troublé l'eau. Enfin, il se posa sur son tabouret et attaqua l'une de ses improvisations. C'était peu de choses, rien, les bribes d'une mélodie qui n'existait pas, un motif tout simple, une phrase d'une mesure et demie. Et lorsque, avec une puissance dont on ne l'aurait pas cru capable, il la fit entendre pour la première fois en solo dans les basses,
comme s'il fallait que des trombones à l'unisson l'annoncent, la désignant à trait vainqueur comme l'origine et la fin des développements qui allaient suivre, on en distinguait mal encore l'intention et les contours. Mais lorsqu'il l'a repris dans les aigus, harmonisée avec un timbre d'argent mat, il apparut qu'elle n'était pas formée pour l'essentiel, que d'une résolution unique, d'une chute mélancolique et douloureuse, d'une tonalité dans une autre. Et ce fut une succession ininterrompue d'événements dont le sens et la nature demeuraient indéchiffrables, une série d'aventures où le rythme, le son et l'harmonie se disputaient la vedette, un déchaînement d'audace dont Hanno n'était plus le maître, mais qui naissait spontané sous ses doigts, martelant les touches et qu'il vivait sans les connaître à l'avance. Il était là, assis sur son tabouret, légèrement penché sur le clavier, les lèvres séparées, le regard lointain, aigu, ses cheveux châtains ruisselant en boucles souples sur ses tempes. Que se passait-il ? Quel prodige s'accomplissait ? Quels effroyables obstacles étaient ici vaincus ? En lui, combien de dragons terrassés, de falaises gravies, de torrents traversés à la nage, de rideaux de flammes franchis, et toujours, comme un fil libre faufilé dans la trame, revenait tantôt carillonnante, tantôt insaisissable, caressante et pleine de promesses, la ligne mélodique du début, le thème à deux sous, la chute mélancolique et douloureuse d'une tonalité dans une autre. On eût dit que c'était elle, la petite phrase, qui poussait l'exécutant à des efforts toujours plus violents, à ses fureurs recommencées. Elle déchaînait à sa suite de frénétiques élans par octaves qui mouraient dans des cris, puis frissonnaient des notes liquides qui s'enflaient en un lent et irrésistible crescendo. C'était une montée chromatique, une poussée de désir indomptable qu'interrompaient soudain des pianissimi où une sourde excitation se mêlait à l'effroi, comme si le sol tout à coup se dérobait sous vos pieds et qu'on fût précipité dans un abîme de jouissance. Et la délivrance vint. Il n'était plus possible de la retarder davantage, de prolonger une seconde de plus les spasmes de désir. Elle vint comme un rideau se déchire, des portes s'ouvrent d'une seule volée, des haies d'épines se crèvent, des murs de flammes s'effondrent. Alors, une vague de soulagement l'envahit. Ce fut une libération complète, un déliement, une plénitude. Et dans un cri où tout son être exulta, l'écheveau se démêla pour se résoudre en une harmonie suprême qui, lentement, par un effet de ritardando, suave et langoureux, se confondit dans un autre. C'était la petite phrase, le motif du début, son timbre résonnait de nouveau. Elle éclatait, touchant l'apothéose, célébrait ses propres fastes en une débauche de notes frémissantes comme des chairs, étincelait dans toutes les nuances, s'épanchait à travers toutes les octaves, chantait, jubilait, soudain pleurait et gémissait en trémolo. Elle s'avançait, triomphale, grondante, revêtue, comme d'un frais manteau de perles et d'écume, de toute la pompe retentissante de l'orchestration. Il y avait dans l'adoration fanatique de ce fragment de mélodie, de ce néant, de cette brève phrase d'une mesure et demie où se lisait un sens tout enfantin de l'harmonie, quelque chose de brutal et d'hébété, et en même temps une manière d'ascèse religieuse où il entrait de la foi et du renoncement, quelque chose de sauvagement impie dans l'insatiable et sensuelle démesure avec laquelle ces quelques notes étaient exploitées. Un cynisme désespéré, une volonté de jouir et de disparaître dans l'avidité avec laquelle il en exprimait jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'écœurement, jusqu'au dégoût, les ultimes et secrètes gouttes, le plus succulent de la pulpe, avant qu'enfin, privé de force après tous ces dérèglements, il ne fit ruisseler à faible bruit un arpège en mineur qui, montant d'un ton, se résolut en majeur, puis expira dans une hésitation mélancolique. Hanno demeura immobile, le menton plaqué sur son buste, les mains jointes sur les genoux. Puis il se leva et ferma le piano. Il avait le teint blafard, les jambes flageolantes, les yeux brûlants.
Il passa dans la pièce d'à côté, alla s'étendre sur l'ottomane, où il resta un long moment, sans bouger un membre. Voilà. J'espère que cette soirée aura contribué à dévoiler un autre visage de Thomas Mann, moins cérébral et moins sérieux, plus sensitif et aventureux. Bonne soirée.